puis j'en viens aux mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Donc cette fois-ci à la partie 5 de la note juridique, où on détaille beaucoup. Je vais être plus succincte que l'ensemble des éléments qui sont détaillés dans la note. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rapports publics récents sur le sujet et qu'il y a un certain nombre d'enjeux évidemment de ce côté-là. Avant 2022, la loi, enfin en tout cas les dispositions du Code de l'action sociale et des familles parlent des enfants privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. C'est la première fois avec la loi du 7 février 2022 que le terme de mineur non accompagné est consacré par le législateur dans une loi de protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ces termes dans le CESEDA et puis il y avait déjà ces termes dans les normes réglementaires, mais pas sur le volet protection de l'enfance. Il conviendra donc de veiller à ce que ces dispositions spécifiques ne créent pas de discrimination entre l'ensemble des enfants accompagnés au titre de la protection de l'enfance. Et puis, vous verrez dans la note qu'on donne les détails sur les jurisprudences récentes, mais qu'on regrette que la loi du 7 février 2022 reste silencieuse sur la situation des enfants placés en centre de rétention administrative, puisqu'il y a eu plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet-là, et que des évolutions législatives sont attendues. Les changements induits maintenant plus directement par la loi du 7 février 2022. Donc, il y a un titre dédié sur le fait de mieux protéger les mineurs non accompagnés. Mais en réalité, quand on regarde bien l'ensemble des dispositions de la loi, il y a aussi des dispositions dans d'autres textes qui concernent spécifiquement les mineurs non accompagnés. Donc, je vais essayer maintenant de vous en faire la synthèse. D'abord, comme vous le savez, l'article 38 modifie la clé de répartition des mineurs non accompagnés. Donc, il y a une clé de répartition nationale avec il y a un certain nombre de critères de pondération sur la répartition des mineurs non accompagnés sur l'ensemble du territoire. On ajoute 2 critères, un critère socio-économique dans le département et d'autre part, le nombre de jeunes majeurs accompagnés par le département au titre de la protection de l'enfance, avec l'idée, on trouve dans les travaux parlementaires, d'une clé de répartition qui soit incitative, c'est-à-dire qui incite les départements à poursuivre l'accompagnement jeunes majeurs des mineurs non accompagnés, puisque ce critère rentre désormais dans la clé de répartition nationale. L'article 39, lui, vise l'interdiction des réévaluations de la minorité et de l'isolement des mineurs non accompagnés d'un département à l'autre. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté, y compris quand des travaux parlementaires ou au niveau IGAS évoquaient la question de l'évaluation des mineurs non accompagnés et de la compétence État ou département, mais de la difficulté avec la décentralisation, du fait que chaque département peut faire des évaluations, voire faire des réévaluations, et que, évidemment, ça met à mal la prise en charge des jeunes qui ont été reconnus mineurs dans le premier département. Donc, on interdit désormais cette réévaluation. Et puis, un certain nombre de dispositions portent ensuite sur les modalités d'accompagnement des mineurs non accompagnés. Et il faut d'abord remarquer que dans les dispositions qui modifient l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, et donc la définition des établissements sociaux et médico-sociaux, on a désormais une nouvelle catégorie d'établissements sociaux et médico-sociaux liés aux structures qui assurent l'accueil d'urgence des mineurs non accompagnés ou l'évaluation de la minorité et de l'isolement. Donc, ça implique qu'elle rentre dans ce statut-là avec la mise en place de dispositions réglementaires spécifiques qui sont attendues et notamment sur l'accueil d'urgence provisoire. Jusque-là, il n'y avait pas de réglementation spécifique et les mineurs non accompagnés relevaient de l'accueil d'urgence provisoire classique tel que défini par le Code de l'action sociale et des familles. Là, on ouvre du coup un accueil d'urgence provisoire spécifique et on dit qu'il y aura une réglementation spécifique, réglementation qui n'existe pas pour les jeunes dans la population aide sociale à l'enfance générale, pour le dire rapidement. Et du coup, évidemment, ça posera le besoin d'être très attentif à ces questions-là au regard des réglementations qui en découleront et puis de la nécessité d'une adaptation rapide des départements, puisqu'on sait toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à s'adapter au flux d'arrivée des mineurs et jeunes majeurs non accompagnés qui varient, des dispositifs qui varient parce que les profils des jeunes peuvent varier aussi dans le temps, et comment l'État et les départements travailleront ensemble sur ce sujet, d'autant plus que la loi prévoit l'obligation d'un temps de répit, évidemment intéressant, qui est l'idée que pour les personnes qui se déclarent mineures, donc avant même leur évaluation, elles puissent, et c'était une demande forte de plusieurs associations et du défenseur des droits, de pouvoir bénéficier d'un temps leur permettant de répondre à leurs besoins primaires, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, les premiers soins ou éventuellement des soins urgents, parce qu'on sait qu'un certain nombre de migrants arrivent avec un certain nombre de problématiques de ce côté-là. La loi ne définit pas
quel est le contenu de ce temps de répit, mais avec un vrai enjeu sur la manière dont ce temps pourra être mis en œuvre de manière réaliste au regard de l'organisation et du fonctionnement des départements au titre de la protection de l'enfance et la manière dont ce partenariat pourra se mettre en place probablement avec l'État sur ce volet-là. Et puis le recours obligatoire au service de la préfecture, alors c'est un sujet qui est plus ancien, puisque vous saviez qu'il y avait des textes réglementaires liés à la création du fichier d'aide à l'évaluation de la minorité tenu au sein des préfectures, et la loi rend obligatoire le recours au fichier AEM sous peine de sanctions financières par les départements. Sur le plan du droit, évidemment, et au regard là plutôt de mes recherches, mais je crois que c'est important de le souligner, puisque cette sanction financière, c'est la première fois qu'elle apparaît en protection de l'enfance, sanction financière pour une non-obligation par un département d'une obligation légale. Donc on voit ce dispositif se développer au sein des politiques sociales, donc il existe dans d'autres domaines, mais c'est la première fois qu'il est utilisé dans le champ de la protection de l'enfance. Donc le président du conseil départemental est désormais tenu par la loi et sous peine de sanctions financières à la présentation des personnes en cours d'évaluation sociale auprès des services de l'État pour vérification de leur identité. Et puis la modification du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile pour les mineurs étrangers qui seraient accueillis chez des tiers dignes de confiance. Alors là, c'est simplement l'idée de compléter les textes existants et puis comme Magali le disait, on favorise et on privilégie l'accueil chez les tiers dignes de confiance. Se poser la question de la possibilité d'étendre les dispositions favorisant l'accès à un titre de séjour, que ce soit vie privée ou familiale, salarié ou travailleur temporaire, aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, en intégrant dans le périmètre de ces dispositions les enfants mineurs non accompagnés accueillis chez des tiers dignes de confiance, ce qui est maintenant fait. Par ailleurs, l'ensemble de ces dispositions autour de l'accueil, des conditions à la fois du premier accueil et puis de la prise en charge sont à mettre en lien avec ce qu'Anne évoquait sur la prise en charge hôtelière et l'interdiction des prises en charge hôtelières qui vaut bien sûr évidemment pour les mineurs non accompagnés et sur la base aussi du rapport de l'IGAS qui évoquait notamment en termes de données que 95% des mineurs hébergés à l'hôtel étaient des mineurs non accompagnés, principalement sur le volet de l'accueil provisoire. Mais donc si on fait la bascule comme la loi l'entend, il y a une vraie question de comment, en termes de moyens humains, financiers, organisationnels et même en termes de sens, on arrive à organiser ces éléments-là en sachant que dans les personnes qui se déclarent mineures, il y a à la fois des enfants jeunes et fragiles, des jeunes majeurs vulnérables et fragiles et donc tout un pan d'organisation entre l'État et les départements sur ce volet. Je vais laisser maintenant la parole à Magali sur la santé des enfants protégés.